I'm not concerned about transhumanism or posthumanism, despite the fact that these issues are often debates and generate quite a few vehement protests and discussion. No. Nor do I believe in a conspiracy of machines finally capable of getting rid of their inventor. No, this is not the scenario. Science fiction books are interesting not for the dystopian or cyberpunk scenarios they offer, as much as for how they tell us about the action and the reactions that humans undergo, choose, and perform. It is man that we must deal with. Man and his ability to responsibly lead the technological revolution he has grafted on with probably unforeseen effectiveness and speed, but not for this reason necessarily only to be endured. The challenge of AI ethics doesn't primarily concern machines and algorithms. They are not so terrible as the Italian artist Boccioni painted. And ethics for machines, a law for robots, are necessary but not decisive. What continues to be crucial are humans and their choices. I bring back ethics to the field of the human. Because it is up to us, not to AI, to answer the question posed by Paolo Benanti at the recent G20 meeting in Jakarta. He said, do we really want machines to threaten our dignity, our right to live as free and conscious individuals, and the legitimate privacy of our personal lives? Do we really want all of us to be profiled unknowingly? And do we welcome the advent of a world in which algorithms make decisions based, also in healthcare, on ethnicity, gender, or ages? Is there really no other solution than entrusting artificial intelligence with decisions on job offers, loans, or criminal proceedings? Do we really want to unconditionally trust a mechanism that can create deep fakes, which are false but realistic images, video, and audio files, that can swindle, ruin reputations, or undermine trust in democratic decision-making processes? End of quote. In February 2020, the Pontifical Academy for Life launched the Rome Call for AI Ethics. This is the document you have in your hands, which is not a Vatican document on AI ethics, but rather a call to responsibility on certain shared issues and principles. The first signatories of this document were, alongside the president of the Academy, the Director General of FAO, Mr. Chu, the president of Microsoft, Brad Smith, the vice president of IBM, John Kelly, and the Italian government. The speech that concluded the ceremony was by Pope Francis. Okay, a good stage. The goodness of the text, the caliber of the signatories, and the originality, a religious body that proposed it, helped make this document one of the 5 most significant documents on AI ethics. The judgment, of course, is not mine, but of the Stanford AI Report 2021. Since then, many other signatories have added their names to the document. The Rome Call also proposed 6 principles of AI ethics: transparency, inclusion, responsibility, impartiality, reliability, security, and privacy. In some ways, not dissimilar to many other documents
on the same topic as Luciano Floridi has recently also well pointed out. But what, in my opinion, is really decisive and original is the first part, on which the principles are graphed, divided into 3 short chapters: ethics, education, and law. In a word, the man, captured in the dual dynamism of personal growth and social relationship. Alongside the rightful reflection on principles and norms that articulate a true algorithmic, we must not lose focus on the anthropological significance of such phenomena. We will be able to inhabit the hyper-technological world of the future if we do not lose the thickness of the body. The statue of Moore is perfect in my vision. The plurality of the histories, the labors of growth, and the complexity of decisions. Medicine is the most humanistic among the sciences. Before protocols and technologies, which we will hear about today, many specialists, and thank you for your interventions, there are people, their pains that must be listened to and welcomed before treated. Virtual training will make future physicians adept at performing the most complex medical procedures. But the fact that many of them have hardly ever touched a suffering body makes them poor in empathy and humanity. I want a doctor who touches my belly. Even if everything becomes more complex. The table you are seeing was compiled by Professor Pascal Fong from Hong Kong University. It collects and compares AI ethical principles used in Chinese and Western documents. There are many similarities, but words are never indifferent, like the people who use them and the cultures that generate them. The global vaccination we initiated during the pandemic is an incredible test case on this point. Not all cultures accept this practice easily. We had to offer very different narratives, and sometimes with no success. Today, the ethics of AI requires addressing and regulating a global phenomenon that is extremely rapid in its developments through values and practices that are always culturally connotated, often the result of long conceptual sedimentation. But please, the paradox does not ask to be solved. Rather, it should be maintained and inhabited. Professor Fang's chart cannot be simplified. Please do not simplify the words. Only in this way we will avoid both alienating and impoverishing globalization, the fruits of which we too often see even today, and sterile and oppositional identity closures. Behind data, there are people, ordinary people. We cannot forget them. Because ordinary people, zero people who spend their Sunday on the sand and the river, ordinary people know almost nothing about this. Because people know more or less how to use the smartphone in their pocket, but they don't know at all how their smartphone uses them. In her novel, The Years,
the Nobel laureate Annie Ernaux, speaking of 1968, writes that the age of social naivete was over. I'm afraid we cannot say the same today. The technological naivete that characterizes our time is the fertile ground where injustice, a new form of slavery, grow. The debate over the informed use of data in medicine and the very complicated management of informed consents, which is often not particularly effective, are just two examples of many. The fight against technological naivete, this is an ethical challenge imposed by the pervasive effectiveness of AI systems. The moral responsibility of the technological awareness, I believe, requires commitment and new energy. Finally, allow me just one mention of the role that religions can play in this field. We are in Jerusalem and a Catholic place, so I need to do this. Faced with technological development, religions often act in two opposing ways. On the one hand, they violently reject it, evoking apocalyptic and demonic scenarios. Technological innovation is destroying man and traditional society. On the other, they appropriate it with a naive enthusiasm, looking at technology as the powerful new means of defending the divine and spreading their message. I do not believe that a religion today are asked to bless or curse. Rather, we are called to guard man, society, the planet we inhabit, the destiny and the future we seek. Even in this techno-human time. That is why we have invited the leader of the Abrahamic religions, Muslim and Jewish, to sign the Rome Call next January in Rome. And that's why we are working to involve the leaders of Eastern religions too. The service that a religion together can perform, thanks in part of the ancient and new wisdom they hold, the work we all do every day with passion and effort, our coming together here to reflect on the ethical challenges for our time, and thank you very much for the invitation and for your attention. All that, let's not forget, is for them. For them. For each of them. And for the 13 people who starved to death in the last minute. More than 100, including many children, since I started talking, is the next AI ethics challenge. Thank you. So I am going to speak in French, if you accept. Je suis très heureux d'avoir entendu ce que je viens d'entendre, parce que je pense que la réflexion sur l'éthique en général et la bioéthique en particulier est trop souvent focalisée dans nos pays développés, riches, sur les prouesses scientifiques. Je me souviens avoir été avec Madame Veil les premiers à avoir défendu un projet de loi sur la bioéthique en 1994 dans un parlement. C'était une première dans un parlement dans le monde. Et nous étions là pour parler, et c'est un sujet évidemment extrêmement important, et
mon voisin le sait mieux que personne, sur ces parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, des sujets extrêmement importants, des maladies génétiques également que l'on pouvait éviter. Mais je me suis aperçu au fur et à mesure, dans ma vie, au fond, dans l'évolution professionnelle que j'ai eue, que la réalité, elle est dans votre conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, l'humanité fait fausse route en ne prenant pas le taureau par les cornes, c'est-à-dire en n'organisant pas une gouvernance mondiale sur les 5 biens publics mondiaux que sont la nourriture, la nutrition, et c'est votre dernière photo, terrible d'ailleurs, mais tellement vraie, tellement importante, et je vous félicite de l'avoir mise. Bien sûr, la santé, le droit à la santé, je vais y revenir, l'éducation, l'eau potable et, bien sûr, les sanitation, les toilettes. Et tout ça a besoin d'électricité. Je pense que nous faisons une énorme erreur en ne comprenant pas la nécessité de faire en sorte que ces 5 biens publics mondiaux qui sont à la base de la dignité de l'être humain ne puissent pas être fournis gratuitement. Le système capitaliste est un bon système, sauf pour ces 5 biens publics mondiaux. Si je n'ai rien dans la poche, et si je ne peux pas me soigner, si j'ai rien dans la poche, et si mon fils ou ma fille ne peuvent pas aller à l'école, si j'ai rien dans la poche, et si je bois de l'eau sale, je reste comme ça. Et aujourd'hui, entre 1 milliard et 1,5 milliard de personnes gagnent moins de $2 par jour. Ils n'ont rien dans la poche, ils ne peuvent pas payer les 5 biens publics mondiaux. Nous avons essayé, les uns et les autres, sur des sujets, par exemple, une microscopique taxe mondiale. Mais la microscopique taxe mondiale sur les billets d'avion que nous avons trouvés, que nous avons créés, n'a pu se faire que dans moins de 10 pays. Et pourtant, dans moins de 10 pays, elle a permis de soigner 8 enfants sur 10 du sida dans le monde. Donc elle a prouvé que ça fonctionnait. Et lorsque nous avons voulu mettre en place une microscopique 0,01% sur les transactions financières, ce qui n'a rien à voir avec d'ailleurs la réalité économique, l'économie réelle, eh bien tout le monde l'a refusé. Donc je pense que le premier sujet éthique au monde, c'est celui d'être au rendez-vous de la dignité de chaque être humain, comme vous l'avez très bien... je ne savais pas que vous alliez faire cette introduction, et je pense que c'est important. Vous avez dit le mot injustice. Nous l'avons vu durant ces 2 dernières années. Alors nous avons créé, à côté d'United, à côté du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, il faut bien dire quand même qu'il y a des améliorations depuis 20 ans considérables, avec une diminution de la mortalité infantile de moitié en 30 ans. Mais nous l'avons vu, nous avons créé Gavi. Gavi, c'est pour la vaccination dans le monde. Il a fallu avoir le Covid pour s'apercevoir que tout le monde tirait, y compris dans l'Union européenne, la couverture à soi. Donc je pense que là, il nous manque une chose extrêmement importante, une gouvernance mondiale sur l'éthique. Voilà ce que je peux, moi, dire. Mes voisins sont des très grands scientifiques, et ce que je ne suis pas, et ils peuvent mieux parler que moi de ces sujets qui nous touchent aujourd'hui et qui, évidemment, sont extrêmement importants pour trouver un équilibre entre le respect de l'éthique et le respect de l'innovation. Et pour moi, l'innovation, elle doit être politique.
le respect de l'éthique dans l'humanité aujourd'hui doit être politique. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et malheureusement, les démocraties, a fortiori les dictatures, qui sont encore plus importantes que les démocraties en nombre, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, ne s'intéressent pas à ces sujets. Et donc les limites, les frontières de chaque pays nous empêchent de le faire. Les Nations Unies font ce qu'elles peuvent, mais les Nations Unies, ce n'est rien d'autre que la somme des chefs d'État. Merci. Vous entendez comme ça? Oui. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs, et particulièrement Bruno, de nous donner l'occasion de nous retrouver chaque année, l'an prochain, à Jérusalem, avec des interlocuteurs de talent, des amis, ceux qui le deviennent. Et donc c'est une chance de pouvoir, entre nous, échanger sur des points fondamentaux. Vous avez abordé des problèmes généraux avec un peu de recul de la place de l'éthique dans nos humanités. Je voudrais ici descendre d'un cran et parler de la pratique de la reproduction humaine, dont je suis un des médecins depuis une quarantaine d'années, pour vous montrer le lien qu'il faut que nous ayons de façon aiguë, vigilant, sur les évolutions technologiques et la direction que l'on peut prendre ou accepter ou ne pas accepter du possible. Beaucoup de choses dans le domaine de la reproduction humaine qui touchent l'essentiel de l'humain sont possibles et le seront. Et il s'agit donc à chaque fois de savoir si tout est acceptable ou s'il y a des limites que nous devons opposer. Alors, si je peux avoir la... Oui. Merci. Merci. Voilà, première diapositive. En fait, on est 40 ans après les débuts de la fécondation in vitro, nous sommes à un moment clé où un certain nombre de choses, j'ai envie de dire positives, ont été acquises. Certaines situations sur lesquelles je reviendrai nous posent problème et le futur est encore plus problématique. Et donc, le premier point, c'est que dans le domaine de la reproduction humaine, le fait de faire rencontrer un spermatozoïde et un ovule à l'extérieur de l'organisme féminin a été véritablement une rupture. Ça a été, je dirais, une transgression qui a été comprise par, bien sûr, on va dire, les religions en général, mais tous les courants de pensée, parce que cela remettait, pour la première fois dans l'humanité, la possibilité de voir ce qui était invisible, c'est-à-dire le début de la vie, et de toucher, de manipuler ce qui était intouchable, c'est-à-dire l'embryon humain. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais c'est juste pour donner ce cadre. Vous avez ici la représentation de différents types d'embryons humains. Ils ne sont pas particulièrement attractifs. On n'a pas forcément, c'est pas l'image d'un petit baigneur qui attire la sensibilité. Néanmoins, tout le monde peut être au moins d'accord, comme le Comité national d'éthique français l'a défini, c'est une potentialité de personne. Si certains, en particulier au Vatican, pensent que c'est déjà une personne, si d'autres pensent que la personne viendra un peu plus tard, au fur et à mesure du développement de l'implantation, du lien avec l'organisme maternel, la position intermédiaire qui a été proposée par le Comité national d'éthique en France est de considérer que c'est une potentialité de personne et la conséquence en est un respect qui lui est dû. Après, on peut discuter sur, dans certaines circonstances, des voies de recherche
ou bien des voies cliniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un certain nombre de situations qui étaient inimaginables il y a 40 ans sont déjà passées dans les faits. Je ne dis pas que c'est parce que c'est dans les faits que c'est sans problème, simplement c'est déjà dans les faits. D'abord, ce changement dans l'humanité, en tous les cas dans le monde occidentalisé, bien entendu, et dans certaines parties du globe, qui est la dissociation entre l'acte sexuel et la reproduction. Ce qui peut poser des problèmes éthiques à certains, mais ce qui s'est introduit avec, en particulier, certaines maladies aussi comme le sida, certaines situations de volonté ou de non-volonté d'avoir des enfants, dissociés du plaisir sexuel. Et donc, on assiste à quelque chose sur lequel on ne reviendra pas en arrière, qui est la dissociation de la sexualité et de la reproduction, avec la possibilité d'une contraception ou d'une autre attitude. L'IVF, la fécondation in vitro, comme je l'ai dit, est une étape importante de transgression éthique qui, d'emblée, particulièrement dans certains pays, ont lancé justement la réflexion éthique. Il n'est pas possible de développer des techniques de reproduction sans pour autant se poser des questions fondamentales sur leur bien fondé. Parmi celles-ci, il y a, vous savez, la possibilité de congeler les spermatozoïdes, de congeler les ovocytes, de congeler les embryons, et donc de déplacer dans l'histoire des données qui jusqu'à là n'étaient pas pérennes, mais qui peuvent être pérennes puisqu'il est possible donc d'envisager des scénarios de science-fiction incroyables sur le fait que des générations peuvent s'auto-reproduire et se garder, il y a des enfants qui sont nés après 20 années de leur stade de congélation à l'étape spermatozoïde ou bien embryonnaire. Le recours au don d'ovocytes a été également une rupture importante, don de sperme, don d'ovocytes, don d'embryon, l'introduction d'une troisième personne au sein du couple, une personne biologique, certes, a posé et pose encore un certain nombre de problèmes, avec en plus la possibilité de commercialisation d'une partie du corps humain, que ce soit masculin, féminin ou bien embryonnaire, comme cela l'est dans certaines parties du monde. La possibilité de sélectionner les embryons selon certaines qualités, comme qualité étant compris comme possibilité de développement, ou bien de caractéristiques, et je laisserai bien sûr Arnold, avec qui nous avons débuté il y a maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ce travail pratiquement, c'est-à-dire d'essayer d'éviter que dans la descendance, il y ait des maladies génétiques connues qui soient transmises. Donc la possibilité, juste un instant, si on s'arrête sur le fait que de prélever une cellule sur un embryon dont vous avez vu vaguement l'image, peut vous donner, du fait du développement scientifique et particulièrement des généticiens, peuvent vous donner une certitude sur le fait qu'une personne va développer telle ou telle maladie, et cette certitude alors que la personne n'est pas là, et qu'il s'agit d'une potentialité de personne. Mais déjà à ce stade, on peut savoir si la maladie va se développer ou non. Dans d'autres circonstances, et je pense que Arnold Munich le dira, on a beaucoup de connaissances, on peut avoir beaucoup de connaissances dont on ne sait pas très bien quoi faire. Ça, c'est autre chose. Mais quand on recherche certaines maladies qui ont été bien identifiées, on peut être sûr que l'embryon qui a 9 mois devant lui, si tout va bien, pour se développer, va la présenter ou ne pas la présenter. Dans cette interprétation où plusieurs personnes interviennent dans la création d'un être humain, en dehors des créations intellectuelles ou spirituelles, le fait qu'une femme porte un embryon qui provient d'un autre couple et le cède par contrat est une atteinte majeure, à mes yeux, à l'éthique que nous devons avoir. Car c'est vraiment considérer un être humain comme
un serviteur du désir de l'autre, et il n'est pas question que l'expression des désirs soit limitée, mais il est question que cette expression des désirs n'empiète pas la liberté de l'autre. Et de considérer qu'une femme peut être contractualisée par son engagement à porter l'enfant d'un autre et à s'en séparer, outre les problèmes psychologiques, émotifs et de la séparation que représente cet enfant venu au monde par contrat, c'est une atteinte majeure, à mes yeux, en tous les cas, à la dignité. Donc déjà, et pourtant, comme vous le savez, les mères porteuses, de façon commerciale, se réalisent, y compris d'ailleurs dans ce pays, et se réalisent dans beaucoup de pays du monde. Quelques-uns, dont la France, limitent et interdisent cette pratique pour des raisons éthiques. Ce qui veut dire qu'on peut aussi mettre le holà à certaines pratiques pour des raisons qui ne sont pas de conséquences technologiques, bien sûr, de mauvaises conséquences, bien que dans le cas présent, il peut y en avoir, mais sur le plan du principe éthique. C'est l'exemple parfait, et on le verra tout à l'heure sur d'autres, sur le futur, où nous avons à prendre position. De même que la ligne d'après, sur le sexe, la sélection du sexe, si certains pays, y compris en Israël, réalisent sous certaines conditions, il est vrai, la possibilité dans une famille qui a eu déjà 4 enfants du même sexe de choisir pour le 5e le sexe différent, c'est la seule autorisation théorique. Dans d'autres pays, c'est pratiqué larga manu et sans aucun autre engagement que le choix d'un couple qui veut un enfant, qui veut un garçon ou une fille. Et ça, je dirais, c'est déjà réalisé, c'est réalisable, et ça mérite aussi, par rapport à ce qui est fait, de mettre une certaine limite. Enfin, depuis peu de temps, depuis que l'équipe suédoise, reprise par de nombreuses, enfin une vingtaine d'équipes dans le monde, dont la nôtre d'ailleurs, ont réalisé des greffes d'utérus à partir de donneuses vivantes ou des donneuses décédées, ce qui est aussi quelque chose de nouveau, qui s'apparente plus au phénomène de transplantation, mais n'est pas sans poser des problèmes de relation, surtout dans le cadre des donneurs vivants. L'utérus est un organe qui a peut-être moins d'âme, entre guillemets, que le cœur, mais voilà, il peut participer à toute cette transplantation qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Maintenant, le futur. Alors, en pensant à Arnold Munich, j'ai mis une petite photo sur Gattaca, parce que quand même, la génétique va être bien sûr à l'ordre du jour, mais ce n'est pas tellement sur la génétique que je vais intervenir, parce que je vais le laisser parler, mais je voudrais vous parler de quelques situations qui ne vont pas manquer de se produire, et sur lesquelles il est intéressant que dès maintenant, nous ayons une réflexion éthique pour savoir, avant même que ce soit mis devant le fait accompli, de savoir s'il faut y aller, s'il faut y aller de quelle façon, jusqu'à quel point. La création de gamètes, que ce soit des spermatozoïdes ou des ovules, est quelque chose qui devient possible, envisageable, au niveau du laboratoire. Très rapidement, parce qu'il nous faudrait une conférence entière, à partir des fameuses cellules souches qui sont contenues dans un embryon de 6 jours, qui va donner toutes les cellules de l'organisme dont nous sommes formés, il est possible de prélever ces cellules souches. Je fais un peu court, bien sûr, pour les spécialistes. Il est possible de prélever ces cellules souches d'un embryon, ou bien de créer des cellules souches à partir de cellules adultes. C'est plus intéressant sur le plan éthique pour certains, c'est-à-dire de prendre une cellule de la peau de mon voisin de gauche ou de droite, de transférer son noyau qui représente XY, là j'ai 2 hommes, donc c'est automatiquement XY, qui sera transféré dans un ovocyte qui sera récupéré, et on va avoir la formation d'un nouvel individu, ou bien on va pouvoir, en injectant des gènes conducteurs, retransformer cette cellule adulte en cellule jeune, recréer un pré-embryon et donc disposer de cellules souches de la personne. À partir de là, bien sûr, il y a une thérapeutique qui est celle de proposer à des hommes qui sont infertiles
de créer des gamètes alors qu'ils n'en produisent pas parce qu'ils ont des testicules qui sont malades, on va dire. Et il y a la possibilité, il y aura, et c'est déjà fait chez l'animal, puisqu'il y a déjà eu des descendances de petits rongeurs et même de deuxième descendance avec certains problèmes, mais ça existe. Donc, demain, on va pouvoir créer des spermatozoïdes à partir de cellules souches ou bien des ovocytes à partir de cellules souches. Le clonage est une autre technique qui est connue, sur laquelle il y a eu, vous savez, la naissance de la première brebis clonée, c'est-à-dire qu'à partir toujours d'une cellule adulte, on la régénère et on va, en la mettant dans l'ovocyte dont je parlais tout à l'heure, lui permettre de redevenir un embryon. Et à partir de là, si cet embryon est transféré dans l'utérus de l'espèce adéquate, comme c'était le cas pour la première brebis, pour Dolly, eh bien, elle va se développer. Si elle n'est pas transférée, bien sûr, ça ne va pas se donner. Juste un mot sur le clonage, sur le plan éthique. Il est habituellement condamné. Néanmoins, il se trouve que j'étais membre de la délégation française à l'ONU qui a essayé, en 2004, je crois, de faire passer une loi contre le clonage, d'une position mondiale, et qui n'a pas réussi. Alors juste un instant, il est quand même intéressant de s'arrêter, parce que dans l'Assemblée internationale de l'ONU, il y avait 3 groupes. Il y avait le groupe qui voulait aboutir à cette interdiction du clonage. Il y avait le groupe qui disait « wait and see », on va voir si c'est dangereux ou pas dangereux. Et un groupe qui s'opposait à ce qu'on vote le clonage, non pas par acceptation du clonage, mais parce qu'il y avait une position maximaliste qui était on interdit le clonage, on interdit la contraception, on interdit l'avortement, on interdit la fécondation in vitro. Donc la conjonction de ces 3 positions a abouti au fait que l'ONU n'a jamais pris position officielle au moment du vote de l'Assemblée contre la pratique du clonage. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'opposition, mais on n'est pas à l'abri d'un développement tirailleur, comme ça existe, comme sur certaines choses on a déjà vu, en particulier sur les modifications du génome, qu'il existe dans certains pays, en particulier du côté de l'Asie, qui n'a pas l'encadrement ou qui ont des attitudes différentes de les nôtres. Comme le temps passe, je voudrais insister sur la dernière ligne, qui est l'ectogénèse. L'ectogénèse, c'est ce qu'on appelle l'utérus artificiel. L'utérus artificiel qui a été un thème de science-fiction extrêmement attractif. Le terme a été inventé par un biologiste qui s'appelle Haldane et qui a pensé qu'il était possible, bien sûr dans un point de vue assez eugéniste, il faut le dire, mais on est en 1923, et qui a pensé qu'un embryon pouvait se développer dans une couveuse jusqu'à devenir vivant, enfin, c'est-à-dire pouvoir naître, fœtus et même plus tard. Bien sûr, ça a été l'objet d'un livre fameux qui s'appelle The Brave World, et qui est le livre d'Aldous Huxley qui hante les mémoires de tous les scientifiques et autres penseurs, voilà, sur cette ectogénèse. Jusque-là, c'était plutôt une idée générale de science-fiction qui attirait les grands penseurs romantiques, on va dire, ou pas romantiques, mais d'un futur qui n'existerait pas. Il y a en fait 2 types d'ectogénèse. Et pourquoi ça m'intéresse de vous proposer ça? Parce que justement, on est en avance sur ce qui pourrait se réaliser, mais on n'est pas non plus très loin. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement ce qui se passait en 1923, ni au moment de la sortie du livre d'Aldous Huxley, qui était complètement... C'est comme Jules Verne avec le voyage sur la Lune, on est à peu près à la même chose, à la même distance, mais elle s'est réalisée. Et là, il faut comprendre qu'il y a déjà des recherches qui se font. Ce n'est pas anodin. Donc un jour, on va se trouver devant quelque chose qu'on n'aura pas forcément réfléchi. Alors juste pour qu'on se comprenne,
il y a ce qu'on appelle l'ectogénèse partielle, dont je vais vous montrer quelques images après, et l'ectogénèse complète. L'ectogénèse complète, c'est vraiment penser que puisque déjà on garde des embryons humains pendant 6 jours de développement au laboratoire, on pourrait continuer ce développement et donc faire une gestation in vitro complètement. Ça, pour dire vrai, il y a beaucoup de recherches qui se font pour essayer de comprendre pourquoi un embryon s'implante sur l'endomètre ou ne s'implante pas. Et donc cette recherche se fait à partir de la bioimpression, de la création d'organes artificiels à partir de cellules. C'est-à-dire qu'on prend un organe, on commence à le décellulariser, et sur la matrice, on va créer des autres cellules nouvelles, qui vont être ici des cellules cardiaques, ici des cellules utérines ou d'autres. Donc il y a une recherche très active qui se fait non pas dans le but de permettre à un embryon de se développer jusqu'au bout, mais dans le but de mieux comprendre les débuts, en particulier les malformations, ou bien la liaison, ce dialogue entre l'embryon et l'endomètre. Donc c'est un travail académique qui pose bien sûr un certain nombre de problèmes, on peut le comprendre, mais qui est vraiment dans la voie académique. Par contre, l'ectogénèse partielle, donc ça c'est de A à Z, c'est la possibilité, déjà 6 jours, les pédiatres s'occupent des bébés à partir de 22 semaines d'aménorrhée, et là c'est le tout, c'est les 20 semaines qui séparent ce tunnel. Dans l'ectogénèse partielle, c'est une autre problématique. Elle est beaucoup plus humaine et beaucoup plus clinique, et elle pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a un certain nombre de situations où les femmes accouchent très prématurément. Alors, les pédiatres ont fait des progrès fantastiques de réanimation à partir de 22-24 semaines de grossesse. Je rappelle que la durée d'une grossesse, c'est 41 semaines. Donc, à partir de 22-24 semaines, ils savent s'occuper d'un petit nouveau-né, même de 500 grammes, et d'essayer de le réanimer, de le maintenir, de l'entourer et de lui permettre de vivre. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Il y a 50% de mortalité, il y a 25% sur les survivants de séquelles plus ou moins graves, donc on est dans une difficulté. Dans l'étape d'avant, c'est-à-dire lorsque nous sommes entre, on va dire, 18 et 22 semaines, le mois avant, il y a des femmes qui avortent spontanément et qui n'arrêtent pas d'ailleurs de répéter ces avortements. Il y a des situations où la maladie de la femme va nécessiter, entre guillemets, pour sauver la mère, d'interrompre la grossesse. Donc on a des situations où on peut se trouver devant des fœtus de 18 à 22 semaines qui n'ont pas encore la capacité respiratoire, car les poumons n'ont pas la fonctionnalité de pouvoir respirer. Il leur manque des choses que l'on donne un peu plus tard, mais qui ne donneront rien à ce stade-là. Et donc la seule alternative, s'il y en a une, c'est de les faire vivre et survivre dans un milieu aqueux qui représente l'utérus avec sa poche de liquide amniotique et donc le bébé dedans. Je vais vous montrer un film qui va vous illustrer et vous laisser quelques... Tout d'abord, j'ai mis sur ce film qui a été fait pour la télé, mais qui est assez surprenant. J'ai d'abord voulu rendre hommage à Henri Atlan, parce que Henri Atlan est un penseur, comme vous le savez, qui vit entre la France et Israël, et qui a écrit... Yes, you can make the movie, please. Et Henri Atlan a écrit un livre en 2005 sur l'utérus artificiel. Un utérus auquel il croit un peu, on va le voir un peu en filigrane, sans trop y croire, mais il a posé le problème justement d'une réflexion éthique. Vous voyez, c'est déjà en 2005 et on est presque 20 ans plus tard. Et donc, il y a un intérêt à l'écouter un peu et surtout à voir ce qui est fait dans le monde, dans ce système. Les fonctions du placenta sont extrêmement compliquées parce que le placenta, c'est un ensemble de barrières
qui contrôle des échanges, donc qui laisse passer de la mère à l'enfant les éléments nutritifs et qui font passer en direction opposée les déchets. Donc c'est déjà pas évident de fabriquer des membranes qui sont capables de faire ce tri, mais ça n'est pas impossible. Dans des cas beaucoup plus simples, si vous voulez, que le placenta, on sait faire des choses comme ça. Par exemple, le raie artificiel réalise ce type d'échange, mais évidemment de façon beaucoup plus simple que dans le cas du placenta. Ces images fournies par le professeur Nobuya Ono montrent comment le placenta artificiel tente de reproduire à l'identique l'environnement du fœtus, son mode circulatoire et son mode respiratoire. L'expérience commence par une césarienne. Une chèvre prématurée est extraite du corps de sa mère, 5 semaines avant terme. Son cordon ombilical est branché sur un double cathéter, un pour l'artère, l'autre pour la veine, et relié à un circuit sanguin extracorporel. Le fœtus est ensuite transféré dans l'incubateur, où il baigne complètement dans un liquide à 39 degrés, qui contient les mêmes ingrédients physiologiques que du liquide amniotique. On sait grâce aux échographies qu'un fœtus humain respire, avale, bâille et a le hoquet. Et c'est pareil chez l'animal. Effectivement, une demi-heure après son transfert, le bébé chèvre commence à bouger. Il est donc toujours en vie. Un système de pompage, un peu comme une dialyse, prélève le sang de la chèvre par le cathéter artériel, le purifie et le ramène par le cathéter de la veine ombilicale. Ce même circuit permet aussi de la nourrir. Mais c'est très complexe. Trouver le débit idéal semble relever de l'impossible. Un débit trop élevé provoque instantanément une hémorragie chez le fœtus, et un débit trop lent le prive d'oxygène. De plus, il faut prévenir la coagulation du sang dans les tuyaux. Et dernier problème, les mouvements répétés de l'animal endommagent les attaches du cathéter. Les tuyaux se détachent. Les premières chèvres n'ont survécu que quelques jours. Une seconde expérience a permis à un chevreau prématuré, très petit celui-là, de survivre un peu plus longtemps. Mais les substances, et surtout le dosage dont le fœtus a besoin, semblent difficiles à déterminer. Acides aminés, protéines, vitamines, hormones, enzymes. À quel moment précis de son évolution le chevreau en a-t-il besoin ? Trop, trop peu, ou un manque de ces substances à des moments critiques peuvent le tuer, ou provoquer des déficiences irréversibles. L'expérience fut poursuivie sous sédatifs. Légèrement endormie, la chèvre n'en mêle plus ses tuyaux. On peut observer de petits mouvements de sa bouche. Elle va bien. Elle a ouvert les yeux. Cette chèvre-ci a survécu plus de 20 jours et est arrivée à terme vivante. Il a fallu 9 années de recherche au professeur Kuwabara et à son équipe pour aboutir à cette victoire. Voici la chèvre 3 semaines après sa naissance. Elle présente des difficultés respiratoires car le relaxant qui lui a été administré ne lui a pas permis de développer son système musculaire. Et elle a des difficultés à se hisser sur ses pattes. Elle est morte peu après. C'était pour vous illustrer qu'il y a une vingtaine d'équipes dans le monde actuellement qui travaillent sur cette ultra-prématurité, dont on n'a aucune conséquence, bien sûr, chez l'homme, ce que ça peut faire sur le plan de son développement relationnel. On va parler plus tard, je pense, de l'importance de la relation humaine dans toute cette technologie. C'est un thème permanent. Et là, on est au cœur d'un point d'interrogation. On a peut-être un développement technique à proposer qui est très à risque, c'est certain. Et on a des interrogations sur quels seront les liens, quels seront les développements plutôt, d'une absence de lien commencée très très prématurément. Donc ne pensez pas que cela est complètement fantasmatique. Je vous dis, il y a une vingtaine d'équipes qui travaillent sur ce biobag de réception d'un ultra prématuré, et en particulier la faculté de Eindhoven aux Pays-Bas a obtenu une somme importante pour poursuivre ses études, la prise en charge de l'ultra prématuré, ce qui, sur le plan de l'idée, est bonne, sur le plan de la réalisation, pose un certain nombre de problèmes, et il nous faudra, parallèlement au développement technique, c'est un exemple que je voulais vous donner, avoir une réflexion sur le bien fondé de l'objectif. Je
Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci Bruno. Merci aux trois premiers qui m'ont simplifié le travail pour finir ce panel. À propos de ce que vient de dire René, je ne crois pas qu'il faille voir dans cette recherche uniquement l'idée de l'utérus artificiel, mais moi, comme pédiatre, j'y vois l'intérêt de cette recherche pour le fléau de la prématurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que nécessairement l'objectif ultime ou les bénéfices principaux seront de fabriquer un bébé artificiellement. Je pense que, comme dans toutes les grandes découvertes, ce sont les effets collatéraux qui sont plus importants que l'objectif initial. Je me souviens que mon père, qui était dans l'aéronautique, avait contribué à l'exploit qui concernait le Concorde. Et il m'a dit, tu verras, mon fils, un jour, le Concorde ne volera plus, mais ce qui restera, c'est tout ce qui a été rendu nécessaire pour faire un Concorde. C'était toute la technologie et l'informatique embarquée. Il avait raison, les Concordes ne volent plus, mais tout ce qui nous permet de voler aujourd'hui, ce sont des effets collatéraux du progrès qu'a constitué le fait de faire voler le Concorde. Donc je ne crois pas que René veuille dire aujourd'hui qu'on va faire que des bébés artificiels. Moi, en tant que pédiatre, j'entends un progrès potentiel dans ce fléau absolument énorme que représente la prématurité, en particulier pour nous, qui sommes pédiatres et filistes, parce que la prématurité, c'est quand même une des complications majeures de la procréation médicalement assistée. Mais je voudrais finir par par quoi nous avons commencé. Le retour à l'humain. Ça me parle, ça, parce que le progrès majeur qu'il faut accomplir, le défi principal pour moi, c'est l'accès inégal au progrès. Et pour moi, le vrai progrès, ce n'est pas le progrès pour quelques-uns. Le vrai progrès, c'est le partage du progrès. Et comment on organise ce partage du progrès. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce progrès soit accessible au plus grand nombre? On pense naturellement, et Philippe l'a évoqué très bien, aux pays développés, mais je pense aussi dans nos pays, aux pays en cours de développement, je veux dire, mais je pense aussi à nos pays dits développés, où à 40 minutes de Paris, on a des niveaux d'illettrisme absolument insoupçonnés, et pour lequel l'accès aux soins est absolument une prouesse absolument insurmontable. Beaucoup des patients de Paris, de Grand Paris, la région Île-de-France, ne sont jamais venus dans Paris-Centre. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais quitté leur ville et ils appartiennent à des familles qui sont elles-mêmes dans une situation d'exclusion culturelle, économique et sanitaire, tout ça, ça va ensemble, qui privent ces familles et leurs enfants de l'accès au progrès. Et c'est pas la peine d'aller chercher le fin fond de l'Afrique. Dans le 9-3, c'est pareil, avec très peu de différence. Alors moi, j'ai affaire à de plus en plus de parents qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. On a de plus en plus à faire face à une immigration massive, de plus en plus importante dans les grandes villes. Et toute cette immigration massive et ce gap culturel, économique et sanitaire ne fait qu'aggraver les inégalités dans l'accès aux soins. Alors, il y a un autre fléau dans l'accès aux soins, c'est le tapage des réseaux sociaux et des fake news médiées par ces réseaux sociaux. Et il faut que vous sachiez bien que la voix d'un grand scientifique ne pèse que très peu de choses au regard du matraquage médiatique de tous les réseaux que vous connaissez. On l'a vu avec la vaccination,
mais on le voit dans plein d'autres domaines. C'était flagrant au moment du Covid. Mais comment faire en sorte que le poids spécifique des sachants soit au moins audible par le plus grand nombre et soit rendu intelligible pour le plus grand nombre. Ça fait 20 ans que j'ai essayé, avec mes collègues, d'inverser le paradigme de deux manières. Donc, faire le constat de ce décalage, c'est nécessaire, mais vous le savez. Comment on peut essayer d'y remédier? C'est ça la vraie question d'aujourd'hui. Alors, dans la mesure où les plus pauvres n'arrivent même pas à nous, depuis 20 ans, je me suis dit avec mes collègues que si le progrès n'arrivait pas à eux, c'est nous qui devions aller vers eux. Donc on a inversé le paradigme, et le plus grand centre de pédiatrie génétique de France, et un des plus grands d'Europe, s'appelle l'Institut Imagine, que j'ai le privilège de présider, a créé une caravane. Imaginez une caravane d'un cirque. Eh bien, la caravane se met en mouvement plusieurs fois par semaine et se déplace dans les institutions les plus reculées de la région parisienne. Les institutions d'enfants handicapés, des grands autistes, des personnes les plus exclues des soins. Et c'est une équipe de professionnels adossés sur un grand institut qui, un peu la Rolls de l'Institut Imagine, qui se gare devant l'hôpital de jour le plus reculé du Grand Paris. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Et dans 75% des enfants que j'ai rencontrés, les dossiers médicaux étaient vides. Absolument vides. Ils n'avaient jamais vu de médecin. Grande précarité sociale, culturelle, sanitaire. Jamais vu de médecin. Jamais été examiné. Les médecins ne se déplacent pas, ils ne veulent pas y aller. Quand ils se déplacent, ils ne sont pas compétents. Donc véritablement, je reviens à l'intervention de Monseigneur Andrea, qui m'a beaucoup touché, je dois dire. Retournons à l'humain. C'est formidable tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais retournons à l'humain. Comment on organise ce partage du progrès déjà dans la région Île-de-France. Alors, on a fait ces consultations avancées. On en fait environ 600 par an. On visite une quarantaine d'institutions dans la région Île-de-France. Et on a fait école puisque mes collègues, amis, élèves ont fait la même chose en Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France. Parce que le problème n'est pas que parisien. Et donc, maintenant, l'idée commence à faire son chemin, que même les grands, même les sachants, doivent savoir aller vers les autres pour partager le progrès médical. Quand je dis qu'on se déplace, c'est aussi la technologie qui va avec. C'est-à-dire qu'on fait des prélèvements sur place, parce qu'on n'obtiendra jamais que les familles viennent à Paris. On ramène les prélèvements, on réalise les tests génétiques les plus performants, et on revient sur site pour restituer les résultats. Alors, je vous ai dit que la misère sanitaire n'allait pas toute seule. Les emmerdements volent en escadrille, comme disait M. Chirac. À la misère sanitaire s'associe évidemment la misère sociale et culturelle. Et il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, que la mortalité infantile a été multipliée par 10 cette année en France. Les mauvais traitements pour les enfants multipliés par 4. C'est l'équipe de Martin Chalumeau qui l'a publié dans le Lancet il y a quelques mois. Donc, à cette misère sanitaire, aggravée de manière considérable par la pandémie, s'ajoute cette misère sociale. Des gens d'enfants autistes, par exemple, qui n'ont pas compris qu'ils ne peuvent pas sortir, qui doivent rester enfermés. Et quand on est enfermé, on se balance par la fenêtre. Voilà. Donc la mortalité, elle est liée à la défenestration d'enfants qui étaient enfermés dans un domicile d'une pièce avec 6 enfants dont ils ne pouvaient pas sortir. Donc la question de cette misère aussi sociale a un coût, c'est-à-dire la mortalité infantile, qui pour la première fois en France repart à la hausse. Alors, je ne voudrais pas être trop long, et le deuxième volet de ce que je considère comme ce devoir d'aller vers les autres,
c'est le partage du savoir avec nos collègues et amis du continent africain, évoqué par Philippe. Il y a un bénéfice secondaire, je vous parlais de mon père et du bénéfice secondaire du Concorde. Un bénéfice secondaire qui est très significatif pour nous, c'est l'avènement de la visioconférence et du téléenseignement. C'est majeur. C'est-à-dire qu'on a dupliqué, Philippe, l'enseignement d'un nouveau métier qu'on appelle métier de conseiller et conseillère en génétique. C'est dans la filière LMD, c'est du niveau master, c'est pas du niveau doctoral. Donc on forme des maîtres, des masters de conseil génétique. Des femmes et des hommes, beaucoup de femmes, parlant la langue de ceux à qui ils s'adressent, ceux et celles à qui ils s'adressent, et on partage l'enseignement de conseil génétique avec d'autres pays. Ça a commencé avec le Maroc, et on va le faire, et j'en suis extrêmement fier, avec peut-être le pays le plus pauvre d'Afrique, qui est le Niger, où nous avons un président de la République qui s'appelle M. Mohamed Bassoum, qui est un homme remarquable, philosophe, élevé à la culture et aux valeurs de la France, un homme droit, je le crois, démocrate, et son pays est le plus pauvre, 40 millions d'habitants, on attend 140 millions dans 10 ans, parce que les filles qui ne vont pas à l'école commencent à avoir des enfants à 14 ans, et la moyenne des enfants par famille nigérienne est de 7 à 8 enfants. Donc le désastre, il est annoncé. C'est sûr, ça va être une catastrophe planétaire en Afrique, par exemple au Niger. Donc on s'est attaché à organiser l'enseignement dispensé en Europe par visioconférence vers Niamey. Et le président Bassoum a créé des écoles, c'est génial comme idée, où il sort les jeunes filles de leur milieu pour les mettre à l'école, pour les nourrir, pour les soigner, pour leur apprendre à lire et à écrire, et pour les exposer au progrès médical par les moyens de la visioconférence. Et pour ça, je trouve qu'il y a un devoir moral de la communauté universitaire française, en particulier des vieux qui ont plus de temps, comme nous. Il y a tant de gens. C'est une perte de chance majeure que de mettre tous les sachants à la retraite à 65 ans, alors qu'ils ont encore 10 ans de talent extraordinaire. Donc, on a recruté... 120 ans. On a recruté le maximum de sachants pour participer à cet enseignement souhaité par le Niger. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu comme... en réponse à l'introduction de Monseigneur Andrea, ça qui m'a beaucoup touché une fois de plus, ces deux lignes d'action, on ne s'arrête pas au constat, on essaie de voir comment on peut inverser le paradigme. Localement en France, dans les populations qui sont exclues, et vers le pays d'Afrique. Je n'ai pas le temps de parler du paludisme et ce qu'on fait avec Marina Cavazzana et que tu connais, mais il y a véritablement un sursaut d'humanité à avoir face à cet inégal accès. Le vrai progrès, c'est le partage du progrès. Merci de votre attention. J'aurais peut-être une chose, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Arnold, si brillamment. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais nous avons un grand programme au Niger, justement, et ce président est un homme formidable, en effet, tu as raison. On fait la maladie la plus fréquente au monde et de la maladie la moins connue au monde. C'est la plus fréquente et la moins connue. Elle touche les femmes enceintes qui sont les plus pauvres au monde et qui donc n'ont pas accès aux poissons, à la viande, aux légumes et aux fruits. Parce que c'est cher, au fond. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais c'est cher. Alors, ceci étant, il y en a aussi dans la région parisienne et il y en a aussi dans la grande banlieue de Los Angeles et de New York. Des femmes qui ne mangent que des chips toute la journée et qui font passer leurs enfants avant. Enfin bon, en Afrique et en Asie du Sud-Est, c'est énorme. Il se trouve que la grossesse se passe très bien, les 1000 premiers jours se passent bien, apparemment, sauf que le jour des 3 ans, l'enfant a à peu près 30% de quotient intellectuel en moins. Parce que, donc, les 1000 premiers jours, c'est fondamental, etc.
ça touche quand même 40% des enfants d'Afrique subsaharienne. 40% des enfants d'Afrique subsaharienne. Donc ce sont des enfants qui ne comprennent pas ce que dit le professeur dans le secondaire. Si ça, c'est pas un sujet éthique, alors je ne sais pas ce qu'est un sujet éthique. C'est-à-dire que l'auteur le plus tordu de romans noirs n'a jamais osé écrire que les pauvres, non seulement vivent comme des pauvres, mais ils ont des enfants, voilà, qui ont des problèmes de QI. Et tout ça entretient la pauvreté dans des pays. Donc, nous avons une grande réflexion au Sénégal, au Niger, en République démocratique du Congo, pour faire des premières études pilotes là-dessus. Mais autant pour, et ça aussi c'est un sujet éthique, autant pour la lutte contre le sida, nous n'avons pas eu de problème pour créer le Fonds mondial par M. Blair, par M. Chirac et par M. Bush Junior, parce que les journalistes, parce que les artistes, parce qu'ils étaient tous à la fois intéressés par ces problèmes-là qui touchaient à l'homosexualité, autant là, tout le monde se fout de ces enfants parce que personne ne les défend. C'est-à-dire que ça ne se voit pas d'ailleurs, ça ne se voit pas. Donc c'est des enfants, voilà, et qui vont devenir des adultes avec des QI en moins. Ça, c'est terrible parce que nous avons créé le fonds aux Nations Unies là-dessus et personne n'avait créé un fonds là-dessus. Donc voilà, je fais cette remarque parce que je pense que ça va tout à fait dans la ligne de ce que vous avez tous les deux dit.